Merci, messieurs les modérateurs. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous parce que je suis cardiologue, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que je travaille dans un centre justement où il y a une organisation multidisciplinaire. Puis je travaille dans le même centre qu'Alexandre Ouattara, qui s'occupe, puisque c'est un ancien de la Pitié-Salpêtrière, il connaît très bien l'assistance circulatoire. On a développé, je vous le montrerai, une organisation multidisciplinaire pour gérer le choc cardiogénique. Et le message que je voudrais lancer, c'est que la revascularisation, le thème qui m'a été donné, je pourrais arrêter sur cette diapositive parce qu'il n'y a pas de data, il n'y a rien. On vous vend qu'effectivement il faut les revasculariser parce qu'il y a des niveaux de preuve qui sont ce qu'ils sont, mais en fait ce qui sauve les patients, c'est surtout les pratiques de mise en place d'assistance circulatoire précoce et l'organisation donc de filières de soins. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, j'ai quelques conflits avec des vendeurs d'antiagrégants plaquettaires, mais comme vous le savez, ce n'est pas la problématique de ce sujet, puisque les patients, souvent, ils ne sont même pas traités, puisqu'ils ne sont pas très sensibles à ces anticoagulants antiagrégants plaquettaires. Alors, si j'avais qu'une diapositive pour vous convaincre qu'il faut revasculariser, c'est un petit peu, je vais choquer la population des réanimateurs, c'est quand on fait rien et quand on fait quelque chose. Globalement, c'est un registre américain, vous voyez, qui est assez ancien, parce que c'est une vieille plaque de 88, de 75 à 85 sur 10 ans. Eh bien, ils ont pris des patients qui étaient arrivés en choc cardiogénique avec un critère assez dur, parce qu'il y avait une définition hémodynamique, tous les patients avec cathétérisme. Et ils ont regardé la survie de ces patients, vous avez les courbes de survie ici, entre le groupe qui était traité de manière conventionnelle, c'est-à-dire quasiment abstention thérapeutique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Vous voyez que la mortalité est effroyable, à 30 jours, 80% de mortalité. Et puis, une période historique, Christian s'en souvient, parce qu'on est des dinosaures, nous aussi, on a commencé l'angioplastie il y a longtemps, où il n'y avait pas de stent, il n'y avait pas... Enfin, c'était une période où on faisait un peu d'angioplastie. Et vous voyez que tout de suite, la survie, elle est quasiment du simple au double, si ce n'est pas une amélioration substantielle. Et notez également que 40% quand même de ces patients étaient traités moins de 4 heures, et c'est important de noter toujours les délais de revascularisation dans la prise en charge du choc cardiogénique, j'y reviendrai. Donc vous voyez que là, sur une simple cohorte observationnelle, on se dit finalement, il n'y a pas besoin de faire d'études, et la preuve en est. Alors, on vous a déjà montré cette plaque parce que c'est une évolution effectivement dans le temps, c'est le registre donc, de Nicolas Danchin. Vous savez que donc, la mortalité a un petit peu baissé. J'attire votre attention, si vous lisez attentivement ce papier, sur le fait que ça représentait d'abord 6% de la population totale, mais c'était une définition clinique. Alors j'adore Christian quand il me dit, effectivement, il faut une définition clinique, il faut examiner les malades. Je suis entièrement d'accord avec lui, parce qu'il n'y a pas besoin d'un cathétérisme droit pour faire le diagnostic de choc cardiogénique, mais quand même, quand on fait de la science, on a besoin d'avoir de données un petit peu substantielles. Et je vous montrerai d'autres plaques qui sont peut-être un petit peu limites en termes de rigueur scientifique. Ce qui est intéressant, c'est de noter que la mortalité à la fois des patients en choc et des patients qui n'avaient pas de choc a bien diminué. Ça, donc Nicolas et Étienne Pumira ont parfaitement démontré ça, et ça c'est un paramètre extrêmement important. Et on vous a vendu cette plaque que j'adore. C'est effectivement, si vous faites un matching très sympathique, artifice de statistique superbe, eh bien on arrive à valider que les gens qui ont une angioplastie en vert, ils meurent moins que ceux qui n'ont pas d'angioplastie en bleu. Et là, une fois de plus, je vous redémontre, entre guillemets pas l'absurde, que la revascularisation est totalement efficace dans la prise en charge du choc cardiogénique. Alors, il y a d'autres données un petit peu plus dures sur le plan épidémiologique, avec des cohortes un peu plus musclées. Ici, on parle de 6000 patients en choc cardiogénique, c'est un registre anglais. Alors d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'on distingue deux cohortes de patients. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que les sujets âgés, eh bien, ils ont une mortalité, qui est une incidence du choc qui est beaucoup plus importante, et on voit qu'elle augmente au fil du temps dans la prise en charge donc, de ces patients. Par contre, on est un peu déçu, contrairement aux données françaises, parce qu'en Angleterre, on n'a pas de grande variation de mortalité dans le temps, depuis 2005 à 2010, donc c'est une série un petit peu plus récente. Et donc, on voit qu'il y a une évolution qui montre une certaine stagnation. On peine finalement à traiter ces patients parce que vraisemblablement, on ne prend pas les choses par le bon bout. C'est-à-dire qu'en pratique, ce n'est pas la revascularisation qu'il faut considérer, c'est surtout prise en charge de type mécanique avec des paramètres d'assistance. Et dernièrement, il y a un papier, enfin même il n'est même pas paru puisqu'il est encore en impression, sur une cohorte assez substantielle, je dois dire, puisque là, on parle de 20 000 patients. C'est des données américaines et c'est des données administratives. Donc à prendre là encore avec de grandes réserves parce que, comme vous le savez, selon le codage, selon les items qu'on remplit, et donc la mortalité de ces patients qui est, selon qu'on les prend de patients conservateurs, c'est-à-dire quand on regarde, mais on a une mortalité qui est toujours à 60%, ça baisse peut-être un petit peu en 2011 par rapport à 2002. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'était un peu ce qu'avait montré
l'équipe d'Étienne Pumira, c'est qu'en pratique, on a une diminution un petit peu de la mortalité. On passe de 40 à 33% donc, de mortalité, toujours sur les données administratives. Et le plus intéressant, c'est que ce bénéfice donc, de la revascularisation, de cette prise en charge invasive, eh bien, il est assez homogène, quelle que soit la strate, les sujets âgés, le sexe, les diabétiques, le fait qu'on n'utilise ou pas une contre-pulsion. Donc ça valide a posteriori sur une grosse cohorte l'étude IRBP choc qu'on verra, les insuffisants rénaux. Et puis on voit qu'il y a peut-être une tendance à ce que les bénéficiaires de cette prise en charge invasive, c'est surtout les infarctus avec sus décalage du segment ST par rapport aux infarctus sans sus décalage du segment ST. Donc là, encore une fois, sur des données purement observationnelles, il y a donc un bénéfice. Alors on peut donc se dire, a-t-on besoin de preuves? Alors, le niveau de preuve, il est sorti d'une seule étude. À l'heure actuelle, il y en a une, je dirais, relativement bien faite, qui est l'étude choc, que vous connaissez peut-être au moins de réputation. C'est une étude un peu ancienne, c'est les années 90, publiée en 99 par Judith Doshman. Un petit effectif, hein, vous voyez, 152 patients dans le groupe revascularisé, 150 dans le groupe médical, traitement médical. Et j'attire votre attention sur le fait que cette étude, contrairement à ce qu'on vous a vendu, elle est négative, puisque le petit p est à 0,11. Le critère de jugement était à 30 jours. Et les auteurs étaient un peu embarrassés parce qu'ils avaient quand même bien l'impression que ça commençait à diverger. Ils se disent, suffit d'attendre un petit peu et la vérité va apparaître. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à 6 mois, on a une variation très significative de la mortalité. J'attire votre attention sur le fait aussi qu'il y avait quand même un délai relativement prolongé. La médiane, donc depuis l'infarctus jusqu'à la randomisation dans le groupe revascularisation versus traitement médical, c'est quand même 11 heures. Il n'y en avait que 25% qui étaient avant la 6e heure. Donc là, on reverra que le délai de prise en charge de l'infarctus par rapport à la revascularisation et le choc, c'est un paramètre important. Et donc la mortalité, donc, je vous l'ai déjà dit, 56% au groupe médical, 47% revascularisation, petit p 0,01. Et si on voit à 6 mois, évidemment, là, on se retrouve avec une variation de 13%, 63% dans le traitement médical versus donc 50% dans le groupe revascularisation. Et ce bénéfice, qui est intéressant, se maintient à long terme. On a des données maintenant, je crois que Christian vous a montré une plaque à 10 ans, mais là j'étais allé jusqu'à 6 ans. Il y a toujours le même delta entre le groupe revascularisation, et j'insiste sur le terme early, il faut que ce soit extrêmement précoce. Eh bien, on a un bénéfice, donc, un delta de 13% en valeur absolue, qui est quand même relativement intéressant sur des petits effectifs, je le répète, de 150 patients. Donc, il est clair qu'il y a quand même, on peut se pencher sur la revascularisation. Mais un message important, c'est les vieilles études. On ne les dit jamais, les vieilles études. Les données de nos collègues américains ou européens, c'est une étude de 79 qui avait regardé sur des modèles expérimentaux, donc animaux, mais ça est valable également, ça a été retrouvé depuis sur des modèles, sur des autopsies. L'étendue de la masse nécrosée, ici en jaune, donc de la nécrose, en fonction du délai donc d'ischémie, la mortalité donc cellulaire. Lorsqu'on a une ischémie brève, 40 minutes, ça on ne les voit jamais pour l'infarctus du myocarde, à part le patient qui nécrose à l'hôpital. Mais regardez bien, à 3 heures, on a déjà quasiment une nécrose qui prend 50% de l'épaisseur du muscle. Et après 6 heures, il est exceptionnel d'avoir encore une préservation donc, de la viabilité. Donc c'est très important, quand on parlait tout à l'heure des critères qui vont conduire à regarder le patient de manière différente. Moi j'en ai un qui est pour moi essentiel, c'est les délais de revascularisation. Un patient qui est en, entre guillemets, pré-choc, j'ai horreur de ce terme, enfin qui a la tête de quelqu'un qui va faire un choc cardiogénique et qui a été pris en charge à la 3e heure, ça n'a pas du tout la même valeur par rapport à un patient qui a été pris en charge à la 12e heure. Et il y a des données sur la fraction d'éjection en fonction du délai de revascularisation, et vous voyez que la taille de l'infarctus du myocarde, ça c'était en IRM chez l'homme, il y a donc un gradient donc, tout à fait net, c'est classique. J'attire votre attention que ce gradient, là, je vous le montre de manière catégorielle. Si vous le regardez de façon relativement individuelle, entre le patient qui est revascularisé ici à la 12e heure, eh bien, vous voyez que la taille de l'infarctus, elle peut varier ici de 10 jusqu'à 30. Donc il y a une variabilité interindividuelle, intra-individuelle également, en fonction donc, de différents paramètres sur lesquels je vais parvenir. Et donc il ne faut pas non plus tout baser sur les délais de revascularisation. C'est important de faire intervenir d'autres paramètres. Alors la question qu'on pose, nous, angioplasticien, c'est faut-il tout revasculariser en un temps ou faut-il faire des choses simples, c'est-à-dire on traite l'artère coupable de l'infarctus du myocarde et on verra bien après. Alors il est classique et recommandé depuis environ 2010 chez nous de traiter tous les vaisseaux chaque fois que cela est possible. Et on n'a pas beaucoup de données actuellement pour valider cette stratégie. C'est une stratégie, je dirais, maximaliste en disant dilatez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Et globalement, on n'est pas totalement convaincu parce que quelquefois ça se passe pas mal, pas bien, je veux dire, quand on les dilate.
Alors, il y a une étude française qui a testé ça dans le choc cardiogénique. C'est une petite étude, mais qui est quand même assez intéressante. Et si on prend donc les patients en choc cardiogénique en fonction des dilatations de tous les vaisseaux, donc là on a dilaté tous les vaisseaux ou uniquement le vaisseau donc, responsable de l'infarctus, on voit qu'à 180 jours, donc à 6 mois, il y a un delta donc, de mortalité qui est tout à fait substantiel. Et ça serait un argument en faveur donc, d'un bénéfice de la stratégie donc, de dilater tous les vaisseaux. En revanche, cet effet n'est absolument pas retrouvé dans un autre registre allemand, qui est un petit peu plus conséquent, puisqu'on a à peu près donc, plus de 700 patients. Il y avait autant de stémies, il y avait des nstémies également. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que pendant l'intervention, ça ne se passe pas si bien qu'on veut bien le dire. En particulier, dans le groupe multivaisseau, il y a 6% d'occlusion. Donc là, quand on occlue des vaisseaux qui ne sont pas, qui ne sont pas responsables de l'infarctus, en plus du vaisseau d'infarctus, ce n'est pas forcément un service à rendre à notre sympathique patient. Et on voit que très clairement, sur des données factuelles en salle de cathétérisme, c'est pendant l'angioplastie, la mortalité n'est pas différente, qu'on s'attache à un vaisseau ou à deux vaisseaux. Et si on regarde donc l'ensemble des événements qu'on appelle nous les MACE dans notre jargon d'angioplasticien, il y a une tendance à une surmortalité dans le groupe qu'on traite sur plusieurs vaisseaux par rapport aux atteintes monotronculaires. Et il y a effectivement aussi un surcroît de dialyse, ce qui est logique puisqu'on utilise souvent beaucoup plus de produits de contraste dans ce cadre. Alors c'est un registre observationnel avec toutes les critiques qu'on peut faire au registre, mais c'est un point négatif, donc on est à 15 partout. Alors comment s'en sortir? Eh bien heureusement il y a des gens qui réfléchissent et les Allemands sont généralement assez pourvoyeurs d'études justement dans ce type de problématique du choc. Et ils ont initié il y a quelques années une étude qui s'appelle Culprit Shock qui va randomiser des patients qui ont fait un infarctus du myocarde avec ou sans SUS-ST, qui ont plus de 2 vaisseaux, avec des vaisseaux majeurs. On ne parle pas de petites branches collatérales de second degré. Un vaisseau donc responsable de l'infarctus bien identifiable. Il est prévu de faire 700 patients et ils vont être randomisés soit tous les vaisseaux en même temps, soit le seul vaisseau responsable de l'infarctus et les autres vaisseaux par la suite. Le premier critère de jugement sera la mortalité et également un critère un peu plus mou qui est l'insuffisance rénale. Donc, on verra donc dans quelques temps. Je pense que l'étude est bien en train d'avancer de manière assez satisfaisante, mais on attendra quand même un petit peu de temps parce que 700 patients, ce n'est pas facile à inclure. Alors la place de la contrepulsion, je crois que tout le monde est au courant et ce n'est pas la peine de s'étendre dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de données factuelles ni randomisées qui montrent que ça serve à quelque chose. Excusez-moi, vous voyez, j'ai tellement... Voilà, la contrepulsion, il n'y a aucun intérêt à mettre une assistance circulatoire et je dois dire que ça a été chez nous sur le centre de Bordeaux le drame pour les industriels puisqu'ils ont vu leur vente s'effondrer de plus de 60%. Donc sur 600 patients, aucune différence de mortalité. Pourquoi? Parce que la contrepulsion aortique n'est pas une assistance circulatoire, contrairement à ce qu'on vous a dit il y a quelques années. Les assistances circulatoires, elles sont là. C'est des systèmes qui vont décharger le ventricule gauche, ce sont vraiment des assistances gauches. Donc la contrepulsion n'est absolument pas intéressante. Alors on pourrait évoquer, pour nous aider pendant l'angioplastie ou après l'angioplastie, un système, le système Impella, dont on reparlera, je pense, reparlera l'orateur suivant, que l'on utilise, nous, de temps en temps en aide à l'angioplastie, mais qui n'est pas un bon mode d'assistance, parce que les Impella que l'on implante ne peuvent débiter au maximum que 2,5 litres, ce qui est une assistance qui me paraît relativement faible compte tenu du contexte de choc cardiogénique. Après, il y a la possibilité de faire une angioplastie carrément donc sous ECLS ou sous ECMO, mais là c'est un autre domaine parce que ce n'est pas du registre de l'angioplasticien de mettre une ECLS dans la salle de cathétérisme. Remarquez tout de même que dans le cadre du choc cardiogénique, c'est une recommandation de classe 2B dans la prise en charge du choc cardiogénique. Alors je vous ai apporté juste pour illustrer le problème un petit cas clinique simple d'une femme qui avait 65 ans et qui était arrivée pour un choc cardiogénique sur un infarctus sans sous-décalage segment ST. Elle avait un sous-décalage diffus et cette pauvre femme avait malheureusement eu un cancer fortement radiothérapié, donc 18 ans auparavant. On l'a mis en salle de cathétérisme et en salle de cathétérisme, ce que l'on fait quand les gens on nécessite un support, donc ils sont donc en état, comme dit Christian, de pré-choc. On leur fait donc une évaluation hémodynamique droite puisqu'on a tout ce qu'il faut sous la main. Et vous voyez qu'elle avait donc une papo à 18, un index cardiaque à 2 litres sous dobutamine et des pressions artérielles donc systémiques assez faibles. Et la orthographie que je vais vous montrer qu'elle avait des lésions ostiales des 2 vaisseaux, la coronaire droite et la coronaire gauche. Le problème, c'est que ces lésions étaient calcifiées et que l'aorte elle-même a été calcifiée, si bien que nos chirurgiens cardiaques ont décliné l'offre. D'autant plus que c'était un choc cardiogénique. Généralement, ils n'aiment pas trop opérer les chocs cardiogéniques en urgence. Et donc, on s'est posé la question, comment dilater cette artère qui était très calcifiée? Il fallait avoir une atérectomie donc rotationnelle, qu'on appelle le rotablator. Et donc, la heart team qui s'est faite en salle de cathétérisme, c'était de préconiser une angioplastie. Et on a
dû mettre en place une assistance mécanique qui est donc une assistante de type Impella, qui est un cathéter assez simple à mettre en place, ça se met en un quart d'heure, avec une canule donc, de 12 French. Vous voyez ici la lésion très calcifiée de l'ostium du tronc gauche. On a fraisé cette lésion sous assistance Impella à vitesse quasiment maximale, à P7, et on avait donc un débit qui nous permettait de faire cette technique qui est extrêmement dangereuse, parce que si vous avez un arrêt de circulation sur l'ensemble d'un tronc gauche ou rotablator, généralement ça se termine par un mort sur la table. On a eu beaucoup de mal, vous voyez, malgré la pré-dilatation à coup de fraise, à dilater ce vaisseau, et on a fini finalement par un résultat, c'était là avant et c'était donc après. Cette turbine donc, qui permet vraiment de soutenir le cœur est pour nous quelque chose d'assez intéressant en termes de concept, puisque c'est vraiment un système d'assistance efficace, plus que bien entendu la contre-pulsion. L'ostium de la coronaire droite a été traité par également la même technique avec un stem. Alors vous allez me dire, c'est super, vous avez des systèmes qui vous permettent de soulager, donc de décharger la fonction cardiaque ou de limiter la taille de l'infarctus. Ça a été montré sur des études expérimentales chez Animal. Est-ce que ça marche? Il n'y a pas beaucoup de données parce qu'il n'y a pas d'études comparatives randomisées bien faites. Il y a des méta-analyses et on voit que ça améliore tous les paramètres hémodynamiques, qu'il s'agisse donc de l'index cardiaque, ça diminue les pressions, on est content. Mais quand on regarde la mortalité à 30 jours dans le choc cardiogénique, si on compare donc le contre-pulsion aortique qui est un placebo, puisqu'on sait que ça ne sert à rien, versus les techniques d'assistance gauche percutanée, on est très déçus. Et donc pour l'instant, je ne peux pas vous apporter la démonstration qu'on a donc raison. Et d'autant plus qu'on a une étude qui est parue, c'est un gros registre donc, européen, paru l'an dernier, il y a 2 ans, pardon, sur 120 malades. Il y avait quand même 36% de mortalité dans le choc cardiogénique, avec ces systèmes qu'on a utilisés tout à l'heure, celui que je vous ai montré, le petit Impella 2.5. Là, on voit que manifestement, d'une part, la mortalité est substantielle, mais il y a des complications vasculaires, on a parlé de l'hémorragie, il y a de l'hémolyse, il y a éventuellement une tamponade, et surtout, en termes d'effet sur la périphérie, on n'a pas l'impression que ça se traduisait par des modifications des lactates, donc ce n'était pas vraiment un gain, et c'est assez logique, 2,5 litres d'assistance, ce n'est pas une assistance complète, et surtout, il n'y a pas de système d'oxygénation. Alors je vous présente ici un petit peu l'algorithme qu'on a mis au point avec Alexandre Ouattara et l'équipe de ses réanimateurs et nos collègues chirurgiens, Laurent Barandon pour ne pas le nommer. Et ça a été quelque chose qu'on a mis en place depuis 2011 et on essaie de s'y tenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critères d'exclusion compassionnels. Donc on commence par un traitement médical et on ne met jamais d'anti-GPDB3A pour répondre à la question de Christian ou d'Alariou sur les anticoagulants et antiagrégants. Bien entendu, ils ont un support inotrope, qu'il s'agisse du Zobu ou de la Noradré. Ils sont ventilés et notre stratégie est, comme c'est recommandé, d'essayer de faire le maximum de revascularisation. Et après, secondairement, on les évalue sur le plan hémodynamique en salle, donc en termes de cathétérisme droit, et on décide, en fonction des critères qu'on a définis, les critères hémodynamiques, donc les critères que je vous ai montrés, donc l'index cardiaque inférieur à 2 et la pression artérielle en occlusion, donc supérieure à 18, et on indique très précocement une assistance gauche, mais attention, cette assistance, on ne la met pas nous-mêmes, cardiologues interventionnels, on la confie à nos collègues chirurgiens et on leur met un modèle 5 litres, parce que ça nous paraît être le seul modèle qui est droit de citer, je pense, en termes de... Et on commence donc par ça. Et par la suite, donc nos chirurgiens, enfin c'est Laurent Barandon qui s'en occupe, évaluent donc en salle, à 30 minutes, la fonction pulmonaire et la fonction ventriculaire droite pour savoir s'il y a besoin d'assister, d'associer à cette décharge gauche une ECMO véno-veineuse à condition que le ventricule droit soit correct, ou alors de se lancer à l'assaut d'assistance beaucoup plus complexe, d'ECMO centralisé, en cas de dysfonction donc biventriculaire comme on l'a cité. Si le patient a fait un arrêt cardiaque et un pronostic neurologique que j'ai appelé uncertain pour être très light, on ne se lance pas à l'assaut de ce type de décharge, on fait ce que la majorité des équipes font, on fait une ECMO donc artério-veineuse, et on est surtout très dur pour les non-indications ou les contre-indications à ce type de problématique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de projet, quand l'âge est supérieur à 70, un SOFA supérieur à 15, quand ils ont fait un arrêt cardiaque avec des critères de no-flow et de low-flow, vous voyez ici, quand ils ont un pH à l'entrée inférieur à 7, des lactates supérieurs à 15, donc tout ça c'est écrit, c'est très borné, et un interne, il est soumis à respecter ces règles, un terme de garde ou un sonneur de rail, sinon il n'a plus le droit de citer à l'hôpital cardiologique. Donc, le problème de ces assistances et du choc cardiogénique qui a été mis en lumière par rapport à ces stratégies, c'est le problème de l'arrêt circulatoire qui accompagne souvent le choc cardiogénique, et il y a souvent des chocs qui sont
associés donc à cet arrêt circulatoire. Alors il y a des données qui semblent dire que finalement les chocs associés à un arrêt circulatoire ont un moins bon pronostic. Et bien sûr, cette cohorte qui vient de paraître dans le papier sur Resuscitation, il ne semble pas qu'il y ait de grandes différences sur quand même un effectif relativement conséquent sur une série donc récente. Le seul problème que je me pose par rapport à mon topo qui est la revascularisation, c'est que dans cette étude, il n'y avait que 61% des patients avec arrêt cardiaque qui avaient eu une revascularisation, puisque 61% avaient eu une coronarographie. Donc déjà, il y a un petit biais, je pense, d'observation, mais c'est intéressant de montrer que peut-être que le choc associé à un arrêt cardiaque n'est pas forcément à négliger. Et nous, on ne différencie pas le choc à arrêt circulatoire en fonction, on a des contraintes, surtout par rapport au pronostic neurologique. Et pour terminer, je donnerai simplement les données factuelles des recommandations de notre société cardiologique. Et on recommande de revasculariser ces patients chaque fois que c'est possible, à condition que l'on puisse traiter l'anatomie coronaire. Il n'est pas question de se lancer à l'assaut des occlusions, d'occlusions chroniques, de choses très compliquées, donc en urgence. Et même, il propose que si on ne peut pas les dilater, de faire des pontages en urgence. À ma connaissance, on n'en a pas fait à Bordeaux depuis au moins 4 ou 5 ans. On l'a fait, je crois, une fois, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc, comme vous l'avez vu, on ne recommande plus jamais la contrepulsion. Donc ça, je pense que l'orateur suivant en reparlera. Simplement, j'insiste sur le terme qu'il faut vraiment être très précoce et surtout très rapidement détecter le patient instable pour procurer une assistance. C'est ce type de technique qui va sauver le patient plus que la revascularisation. Voilà, donc j'en ai terminé pour dire simplement que par rapport à la revascularisation, c'est une classe 1. Il faut la faire chaque fois que c'est possible.